lorsque j'ai vu l'appel à contribution, je me suis dit que le travail que j'ai fait dans la région était peut-être pertinent dans le cadre de votre colloque. En fait, juste pour mettre en contexte, ce dont je vais vous parler aujourd'hui est basé sur une recherche que j'ai faite dans la région il y a maintenant 5 ou 6 ans. Et pour faire le lien avec la méthodologie dont nous a parlé ce matin M. Vaillancourt, je vais vous expliquer quelles ont été mes principales sources d'informations. Mais d'abord, le contexte dans lequel s'inscrit cette recherche est celui de l'état actuel de la fiscalité municipale des installations de production d'hydroélectricité dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est dans une situation aujourd'hui où on comprend mal, on ne sait pas expliquer pourquoi la compagnie Résolu ou la compagnie Rio Tinto maintenant paie ce montant de taxes municipales sur leurs installations de production d'hydroélectricité. Je vais aller très vite sur cette dimension parce que ce n'est pas le sujet de mon propos, mais simplement pour vous dire que, essentiellement, les seules installations d'hydroélectricité, de production d'hydroélectricité du Québec privées qu'il reste au Québec, si j'exclus les toutes petites centrales, c'est ici dans la région. Et essentiellement, c'était à l'origine les installations soit de Price, soit d'Alcan. Alors, donc, ça a été mon objet de recherche sur la fiscalité municipale. J'enseigne le droit municipal, ma spécialité, et notamment donc la question fiscale de la fiscalité foncière des municipalités. Il y a un contexte, évidemment, sur lequel je ne me pencherai pas non plus là, avec vous aujourd'hui, qui explique pourquoi le Saguenay et ses tributaires ont été développés assez tôt dans l'histoire du Québec, qui a été très bien recherché par un historien américain du nom de David Massall. Mais entre autres, c'est vraiment une question internationale. C'est que c'est arrivé à une époque où les États-Unis ont changé les règles du jeu et ont voulu que la production d'hydroélectricité soit publique et non pas privée, de sorte que les grands financiers américains sont montés au nord de la frontière américaine pour chercher au Canada et au Québec des droits hydrauliques qu'ils pouvaient acheter et exploiter. Donc, c'est le contexte dans lequel les installations, les grandes installations hydroélectriques vont être développées, qui vont éventuellement appartenir à Alcan. Monsieur Tremblay nous a parlé tout à l'heure, évidemment, de la contribution de Price. La compagnie Price avait ces installations, mais il faut savoir que ce sont des installations vraiment très petites à comparer à celles qui appartiennent aujourd'hui à Rio Tinto. Donc, je vais me pencher sur ces installations, mais on va voir qu'on va faire quand même le lien avec Price parce que, comme M. Tremblay l'a dit tout à l'heure, la première grande centrale, l'île Maligne, en fait, Price était justement un des coactionnaires. Alors donc, j'ai intitulé les villes cachées. J'aurais pu parler de villes industrielles extrêmes ou de villes industrielles oubliées aujourd'hui parce que elles ont pour eu une existence très courte. Alors, je parle de quoi? La première, celle de l'île Maligne, qui a ce qui est intéressant ici, c'est vraiment, on fait un peu de l'archéologie du développement hydroélectrique parce que lorsqu'on va harnacher les rivières avec des grandes centrales, on va en même temps créer des institutions municipales. Donc, pour la construction d'Île-Maligne, on va créer la ville d'Île-Maligne par loi spéciale en 1924 et cette ville-là d'Île-Maligne va avoir une durée d'existence de 38 ans. C'est aujourd'hui fusionné à Alma. Et ici, en partenariat avec Arvida, donc c'est la ville de Racine qui va être créée aussi par loi spéciale en 1926, qui, elle, va avoir une existence plus courte de 16 ans et qui est aujourd'hui fusionnée à Saguenay. Alors, je vais les prendre une à une pour vous donner les principales caractéristiques, un petit préambule sur mes sources d'information. Alors, j'ai essentiellement exploité les archives municipales de la région. J'ai passé beaucoup de temps dans les archives, donc je recherchais les archives de Racine et d'Île-Maligne,
qui se retrouvent dans la ville fusionnée, donc d'Alma et de Saguenay. J'ai aussi fait des recherches sur les villes de compagnie de Price. Je dois dire que ça a été plus difficile et il y a moins d'informations que j'ai pu retracer. Donc, mes données, les archives municipales, les archives de commissions scolaires aussi, parce que les commissions scolaires à l'époque étaient essentiellement financées sur la même assiette, c'est-à-dire l'assiette foncière, de sorte que les données d'évaluation foncière se trouvent soit dans les archives municipales, soit dans les archives de commissions scolaires. Avec les fusions de commissions scolaires, comme avec la fusion des municipalités, c'est complexe. J'ai même dû aller à Québec, parce que les commissions scolaires ici ont été fusionnées. Le siège social de Central Québec est sur le chemin Saint-Louis à Québec. Donc, j'ai fait ce que je ne trouvais pas dans les archives municipales, je cherchais dans les archives scolaires, etc. J'ai aussi recherché dans les archives de Bibliothèque et Archives nationales du Québec ici, à Saguenay, parce qu'il y a des archives régionalisées, mais aussi à l'Assemblée nationale, parce que les billes privées, évidemment, s'acheminent là-bas. Alors, donc, voilà en gros mes sources, en plus d'une commission d'enquête qui a été faite sur la région d'Alma. Je vais vous en parler. Alors, voilà donc, en gros, mes sources. Donc, on va commencer par... l'idée, c'est vraiment qu'on plonge ici dans le développement de la grande hydroélectricité au Québec. Il y a eu avant Shawinigan, j'ai aussi fait une recherche sur la ville de Shawinigan, mais mon intérêt, c'est vraiment ça, là, comment on a procédé pour développer la grande hydroélectricité. Alors, donc, l'île Maligne, c'est une centrale, celle d'île Maligne. Ici, à Saguenay, il va y avoir 2 centrales, Chute-à-Caron et Shipsha, qui sont développées sur le Saguenay et pour lesquelles on a créé la ville de Racine, comme je le disais. Une image rapide du lac Saint-Jean et du Saguenay, où on voit les grandes centrales de Rio Tinto. On voit île Maligne sur la décharge du lac Saint-Jean, et plus bas, on voit Chute-à-Caron et Shipsha, donc c'est la région. Juste un petit mot, les centrales de Price ne sont pas sur le Saguenay, mais sont sur des affluents du Saguenay, donc sur la rivière Shipsha, sur la rivière Chicoutimi, sur la rivière. Alors, voici une image de la centrale d'île Maligne, qui fait donc maintenant partie d'Alma. À l'époque, la centrale d'île Maligne, c'était la plus grande centrale hydroélectrique au monde. Donc, c'est bien important de comprendre l'ampleur des travaux, de savoir que c'était un projet qui était très contentieux parce qu'on savait qu'on allait inonder des terrains tout le tour du lac Saint-Jean. Il y a d'ailleurs eu la fameuse tragédie du lac Saint-Jean. Les émissaires et commis de Price, entre autres, avaient essayé d'acheter le maximum de terrain autour pour inonder leur propre terrain, mais ils n'avaient pas réussi à faire tout le tour. C'était un projet contentieux. C'est la première fois qu'on allait utiliser un lac naturel comme réservoir. Plus tard, on va créer des nouveaux réservoirs et on le fait ici au Saguenay pour les centrales qui ont suivi Dalcan. Mais à l'époque, on partait de ce lac naturel et on allait en faire essentiellement un réservoir pour alimenter les centrales hydroélectriques. Donc, il y avait eu des temps, et Massol, l'historien Massol décrit ça, c'est magnifique. Quebec Hydropolitics, ça vous intéresse, c'est vraiment un ouvrage fascinant. Donc, la plus ancienne centrale qui éventuellement va appartenir à Alca, c'est celle d'île Maligne. Et là, on crée une centrale, une ville. Donc, on installe une centrale, il faut créer une ville pour cette centrale. Et c'est ce modèle qui va être repris ensuite pour les centrales de Chute-à-Caron et Shipsha qui vont évidemment alimenter l'aluminerie d'Alca. La centrale d'île Maligne est celle qui va aussi alimenter l'aluminerie de Arvida. Donc, on adopte une loi spéciale à la législature du Québec, comme on l'appelait à l'époque. Donc, c'est la fameuse charte de la ville de Racine. D'abord, excusez-moi, de la ville d'île Maligne. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on crée ces villes, on ne le crée pas à partir d'un territoire qui n'est pas municipalisé. On enlève ce territoire à une autre municipalité qui existe déjà. Donc, dans ce cas-ci, pour île Maligne, c'est un territoire qui est extrait de Saint-Joseph d'Alma
et du canton de l'Île. Et on va aussi créer une municipalité scolaire. Alors, on crée sa propre ville et sa propre commission scolaire à compter de 1930. Et il ne faut pas oublier, pour comprendre la fiscalité municipale de cette époque, la fiscalité municipale et scolaire était la principale fiscalité à l'échelle du Québec. Il n'y avait pas d'impôt sur le revenu, pas de taxe de vente. Donc, quand on nous parlait ce matin, c'est M. Talbot qui nous parlait justement du rôle des chambres de commerce, de l'OB, auprès du gouvernement du Québec pour limiter la réglementation, limiter l'impôt. Mais il faut savoir qu'à cette époque-là, ça se passait beaucoup à l'échelle municipale. Parce que les principaux impôts qu'on paie, c'est à l'échelle municipale, parce que, notamment, les écoles sont essentiellement financées à cette échelle-là. Donc, j'ai retrouvé les pétitionnaires de la demande de la création de la ville d'Île-Maligne aux archives, justement, de l'Assemblée nationale, dans le dossier du bill privé de la loi spéciale. Donc, comme on le voit, on retrouve Price, ce sont des commerçants et marchands de la région de Québec, et avec M. No, de la No-Ville qu'on va créer plus tard, donc de la région ici de Saint-Joseph-d'Allemand. Quelles sont les caractéristiques de cette municipalité d'Île-Maligne? D'abord, dans cette ville de compagnie, la compagnie est propriétaire de la plupart des terrains. Première règle. Donc, non seulement le territoire est propriété de la compagnie. Dans les règles de fonctionnement de la compagnie, on trouve, bon, c'est l'époque où seuls les propriétaires peuvent voter, élire et tout ça. Les locataires, de toute façon, il n'y en avait pas beaucoup. Il y a un seuil pour lequel on doit voter. Il faut être propriétaire d'un terrain d'au moins 200 $. Et donc, on se rend compte que qui contrôle la compagnie, c'est le propriétaire. Qui est le propriétaire? C'est la compagnie. Donc, il y a vraiment identité presque de personnalité entre la compagnie et la municipalité. C'est pour ça qu'on appelle ça une ville de compagnie, évidemment. Mais il y avait d'autres règles aussi qui s'assuraient de ça. D'abord, au début, le maire et les élus ne sont pas tenus de résider sur le territoire. On comprend que le siège social d'Alcan était à Montréal à l'époque. Mais c'était seulement pour 5 ans, mais là, on se rend compte dans les archives qu'on a développé un subterfuge pour contourner, parce qu'après un certain temps, il fallait être résident. Mais là, la compagnie vendait des parties de l'eau à quelqu'un pour prétendre qu'il était propriétaire et que donc, il pouvait quand même contrôler. Donc, la compagnie a réussi à maintenir le contrôle et à nommer finalement les conseillers et les maires de la municipalité pendant très longtemps. Les compagnies, les entreprises à fonds social ont droit de vote. C'est encore vrai aujourd'hui, dans la mesure où quand on est propriétaire d'un terrain dans une municipalité, on a droit de vote. C'était le cas à l'époque. Donc, la richesse foncière de la ville est essentiellement composée de la centrale. Ça, c'est l'autre élément particulier. Les municipalités sont financées par les taxes foncières. Où est-elle, la richesse foncière sur l'île Maligne? Mais c'est essentiellement la centrale hydroélectrique, qui représente 95 % de la valeur du territoire. Donc, qui contrôle la ville? Bien, on vient de répondre à la question. Évidemment, la dimension anglaise ou française ne fait pas partie de mes priorités dans ça, mais j'ai essayé de les faire ressortir pour ce groupe, puisque c'est l'objet ici. Donc, à l'île Maligne, on trouvait un quartier qu'on appelait le quartier des Bosses. Et c'est intéressant qu'on l'appelait Tourneville, qui était la translittération française de Toonerville. On n'avait que 7 maisons, et ces maisons vont être rasées après la Deuxième Guerre. Et on avait un camp de travailleurs. Donc, un camp de travailleurs. Tous ces travailleurs-là, évidemment, n'avaient pas de droit de vote, comme on vient de le voir. C'est demeuré une très petite municipalité en termes de population. En 1931, on avait seulement 449 habitants. Et j'ai retrouvé dans les procès-verbaux du conseil municipal qu'au fond, les propriétaires électeurs ne sont que 24, qui sont toutes des sociétés par action.
donc Alcan et la Quebec Development et certaines autres pour la distribution d'électricité, etc. Donc, on voit que c'est une petite clique qui contrôle l'entreprise. Je pense que ça fait pas ce n'est pas un enjeu. Il y a eu un enjeu, par contre. Il y avait des enjeux très importants entre la ville d'Île-Maling et son entourage, c'est-à-dire les municipalités environnantes. Notamment au moment où on a créé la ville, on a extrait du territoire pour construire et concentrer une richesse foncière phénoménale. Mais cette ville avait déjà, évidemment, des dettes. Donc, la ville, dans la loi, va devoir payer sa part des dettes du territoire extrait, mais selon l'évaluation foncière de l'époque, c'est-à-dire des terrains vagues, avant qu'on construise les centrales. Je vais essayer d'aller rapidement. On va voir une longue et douloureuse relation qui va s'installer entre les villes industrielles de la région, c'est-à-dire Île-Maling et Riverbend, qui est la ville de Price, et qui concentre toute la richesse industrielle de la région, et les municipalités ouvrières environnantes, qui, elles, doivent accueillir les travailleurs qui travaillent dans ces usines et leurs humbles demeures. Alors, c'est nos villes, c'est Saint-Joseph-d'Alma, ville et paroisse. Donc, c'est une situation qui, évidemment, met la population environnante en situation de crise. Il va y avoir des demandes répétées pour la fusion de ces municipalités. Il va y avoir présentation de demandes à la législature de Québec formelle avec dépôt de projet de loi pour dire annuler la charte privée de l'Île-Maling. Il n'y aura pas de succès à ça. Et finalement, en 1961, il va y avoir fusion scolaire parce que les écoles catholiques croulent sous les dettes, il n'y a pas d'installation, tandis que les écoles protestantes sont riches, on a beaucoup d'installations parce qu'on a une énorme richesse pour peu de population, tandis que de l'autre côté, on a beaucoup d'enfants et pour très peu de richesse. Donc, il va y avoir fusion scolaire et finalement fusion municipale de toutes ces villes en 1962. Donc, le régime fiscal de l'Île-Maling, on se rend compte, que j'ai étudié en profondeur, on se rend compte que il y a vraiment peu de relation entre la valeur inscrite au rôle et les valeurs réelles. Les taux de taxation sont très faibles. Il y a une commission d'enquête qui va être tenue sur la situation des finances scolaires d'Alma. Ce que j'ai mis, je vais juste vous montrer ici les disparités de richesse foncière par élève entre ces municipalités qui éventuellement vont être fusionnées. Alors, vous voyez l'extrême iniquité fiscale que l'on retrouve sur le territoire. Bref, les disparités économiques dans la région d'Alma avant la fusion scolaire, mais on se rend compte que le développement industriel dans les régions s'est souvent traduit par le morcellement du territoire, la ségrégation de la richesse foncière pour la mettre à l'abri des populations locales, essentiellement. Et la situation d'Alma est vraiment une situation qui le décrit très bien. Alcan, évidemment, s'est battu contre les fusions, de multiples recours judiciaires. Je passe là-dessus pour avoir le temps de vous dire quelques mots sur ma deuxième ville, qui est encore plus cachée et inconnue, qui est la ville de Racine, que vous verrez, il me reste 2 minutes, que vous verrez cet après-midi. C'est des terrains vagues. En fait, la ville de Racine, vous voyez le village. Ici, j'ai retrouvé cette ancienne carte postale. On voit que c'est relativement pauvre, hein, un chemin de terre battue. Mais c'est parce que la richesse foncière, elle se cache. Mais elle est dans la ville de Racine. Ce sont les 2 grandes centrales d'Alcan, c'est-à-dire Chute-à-Caron et Chipcha, construits pendant la guerre, comme nous a dit M. Tremblay. Vous les voyez ici à vol d'oiseau. Une autre image. Donc, ici, on a une ville, 2 centrales. On va procéder de la même façon. On crée Arvida en 1926, mais on sait au moment où on crée Arvida que très, très bientôt, on va développer, on ne sait pas encore combien de centrales, on va en développer une, et pendant la guerre, on va développer la deuxième. C'est donc 2 ans plus tard qu'on, par bill privé aussi, on crée cette nouvelle municipalité de Racine. Ici aussi, c'est fascinant. Ce n'est pas un territoire qui est innocué ou qui appartient à personne. On extrait ce territoire d'une municipalité qui existe déjà, c'est-à-dire c'est le canton Tremblay et la paroisse de Saint-Dominique de Jonquière. Alors, vous me voyez bien pourquoi, là, en enlevant ce territoire et en créant une municipalité distincte, ça veut dire que les gens de canton Tremblay
et de la paroisse Saint-Dominique de Jonquière ne vont pas bénéficier de cette richesse foncière pour améliorer leurs écoles, leurs services publics, etc. Donc, mais c'est ça la logique et c'est ça l'intérêt, évidemment, pour Alcan d'avoir sa propre ville, sa ville de compagnie. J'ai retrouvé dans les commissions scolaires, cette fois-ci, une carte absolument fascinante qui montre bien une carte de la région. Et c'est la carte qui va être présentée aux législateurs pour le bill privé. Et on découpe le territoire et on s'assure que le territoire de Price ne fait pas partie du territoire de la ville d'Alcan. Ce sont deux compagnies différentes. Gardez vos richesses chacun de vos côtés. On ne partage pas les choses. C'est absolument fascinant à voir et c'est ça qui va être suivi par le législateur. Racine, on retrouve le même phénomène. Le maire et les conseillers sont essentiellement les représentants Alcoa à l'époque. Bon, je dis Alcan, Alcan était une filiale d'Alcoa. Le sens électoral aussi à 200 $. Le droit de vote était pondéré selon la valeur de la propriété. Donc, encore une fois, une mainmise sans partage sur le contrôle de la municipalité. Et j'ai, évidemment, si c'était... Les conseils se tiennent en anglais, mais se tiennent dans les bureaux d'Alcan. Donc, les conseils municipaux dans les bureaux d'Alcan à Arvida. Les avis publics sont aussi donnés au bureau chef d'Alcoa à Racine, mais on voit bien donc le lien presque organique entre l'institution municipale et la compagnie. Là aussi, il va y avoir, ça c'est intéressant pour comprendre aussi le sentiment dans la région, il va y avoir un projet de loi qui va être présenté à la législature qui va demander l'annulation de la ville de Racine, parce que c'est la même chose, c'est le même phénomène que je vous ai décrit à Alma. Et là, il va y avoir évidemment une lutte dans la région, les municipalités qui vont appuyer, celles qui n'appuient pas. Et les conseils municipaux de Kenogami et de Jonquière vont écrire au premier ministre du Québec pour dire non, 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 gardez Racine. Et là, j'ai retrouvé dans les procès-verbaux de la ville de Racine une résolution qui insiste, bien, voici nos municipalités amies qui nous appuient. Alors, on va s'assurer de dire à la compagnie, quand vous recrutez des travailleurs, favorisez les travailleurs de Kenogami. Bref, très difficile de sortir la tête de l'eau pour dire il y a un peu d'injustice ici, parce que si vous dites ça, vous n'aurez pas de job dans nos usines et on contrôle les usines de la région. Alors donc, mainmise sans partage d'Alcoa sur les destinées. On retrouve le même phénomène ici. Ici, c'est une ville qui va durer beaucoup moins longtemps. Dès 1944, Racine va être annexée à Arvida. J'ai aussi, j'ai pas le temps de vous en parler, mais c'est intéressant de voir les échanges entre les dirigeants d'Alcan à Montréal pour savoir bien, quel va être l'impact de ça au niveau de la fiscalité, parce que c'est clair que c'est la question fiscale, évidemment, qui est importante. Mais finalement, Alcan n'y perd pas parce qu'elle va regrouper dans la même ville ces grandes installations industrielles, c'est-à-dire les deux centrales et l'usine, et va maintenir sa position de force de concentration de la richesse foncière par rapport à son entourage. Donc, conclusion, c'est un peu énigmatique de créer une petite ville pour une grande industrie, mais sur un territoire assez limité. Mais on se rend compte que les travailleurs, qui sont essentiels évidemment au développement de l'industrie, sont repoussés hors de la frontière de ces compagnies naissantes. C'est pour ça que je parle de villes de compagnie extrêmes. C'est sûr qu'il y a vraiment une grande panoplie de villes de compagnie. Ces deux villes du Saguenay sont assez particulières, je pense. Mais on note ici, avec Racine et Île-Maligne, qu'on a un instrument de ségrégation des populations sur le territoire, une ségrégation socio-économique, parce qu'on a peu de population, peu de services publics. On se rend compte que les services sont essentiellement tournés vers la compagnie. C'est assez intéressant de voir les mesures de sécurité pour protéger les usines, etc., qui sont prévues à ce moment-là. Elle est fiscale, essentiellement. Moi, ça a été mon point d'approche, de regarder la fiscalité qui est créée. Et elle est aussi linguistique dans une certaine mesure, et c'est pour ça qu'on parle des boss anglais dans la région. J'ai relevé, c'est ma dernière diapo, une conférence du maire d'Alma en 1976 pour souligner les 15 ans de la fusion d'Alma qui avait été si contentieuse, si difficile à obtenir, après tant de décennies. Et le maire disait, bien, dès 1953, en fait, c'est même avant, devant la commission royale d'enquête des problèmes constitutionnels, on sentait le malaise entre les villes de Nauville et d'Alma.
avec peu de richesses, peu de capacité, face à la situation florissante des villes de Riverbend et Île-Maligne, les municipalités jardins, mais dont jouissait au final un élément relativement restreint de la population de la région.